Bonsoir. Donc, nous allons donc démontrer un théorème. Bon, ce n'est pas le genre de théorème que tous les jours les mathématiciens écrivent, ou le genre de démonstration que tous les jours les mathématiciens écrivent, parce que cette démonstration, cette preuve, elle est trop jolie. Mais justement parce qu'elle est trop jolie, tous les jours, un peu, ce genre de preuve, ça nous inspire. Et personnellement, si moi je la trouve si belle, si elle m'inspire, je crois que c'est parce qu'elle est pleine de poésie, en ce sens qu'elle montre, par exemple, des relations, des liens, souvent inattendus, entre les choses. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, on va parler de forme à largeur constante. Une forme à largeur constante, vous en connaissez tous une, c'est le cercle. Une autre, pour ceux qui sont allés en Angleterre ou en Grande-Bretagne, c'est les pièces qu'on utilise là-bas, la pièce de 50 pence. Vous voyez, c'est pas rond, ça a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 côtés, mais c'est un peu arrondi. Puis elle a sa petite sœur aussi, 20 pence, qui a un peu la même forme bizarre. Le point commun entre ces trois-là, c'est qu'elles sont à largeur constante, c'est-à-dire que, quelle que soit la direction dans laquelle vous regardez la pièce, vous allez toujours trouver la même largeur. Si je regarde par là, je trouve la largeur D, je l'appelle D comme diamètre pour le cercle, et si vous regardez dans une autre direction, vous trouvez de nouveau la même largeur. C'est ça le point commun entre ces formes. Alors il y en a d'autres, voilà une plus compliquée. Alors, une chose qui est remarquable, c'est que ces formes, elles tiennent toutes évidemment dans un carré. Parce que la largeur dans cette direction-là, ça va être la même que la largeur dans cette direction-ci. Donc ça va tenir dans un rectangle dont les côtés sont égaux, et un rectangle dont les côtés sont égaux, c'est un carré. Alors celle-là, c'est la plus simple, qui n'est pas le cercle. Elle s'appelle le triangle de Reuleaux. Et puis elle tient dans son carré. Évidemment, le carré, j'aurais pu le mettre dans n'importe quelle direction. Il n'était pas forcément comme ça. Mais je peux faire le contraire aussi. Je peux faire tourner la pièce à l'intérieur du carré. Comme ça. Et ce machin-là, c'est justement utilisé pour faire les trous carrés. Alors, j'ai pas trop le temps pour les percer. J'ai pas trop de temps de vous expliquer comment ça marche dans le détail, les trous carrés, mais ça vous fait une chose à chercher dans l'Internet. Vous verrez, c'est rigolo. Bon, on allait démontrer un théorème, ce que je disais, voilà le théorème. Il est dû à Joseph-Émile Barbier au siècle dernier, non, celui d'avant encore, et il dit que toutes les formes à largeur constante, D, donc celle-ci qui a la même largeur que celle-ci, qui a la même largeur que celle-ci, elles ont toutes le même périmètre. Alors, pour celle-là, vous ne savez pas, pour celle-là, vous ne savez pas, mais celle-là, vous savez. Enfin, ouais, celle-là, vous savez. C'est 2 pi r, et 2 r, c'est 2 fois le rayon, donc ça fait pi fois d, ça fait pi fois le diamètre. Donc c'est ça le résultat commun pour tout le monde. Donc ça, c'est pi fois d, le périmètre ici. Bon, et la preuve que je vais vous présenter de ça, c'est la preuve de Barbier. Alors il commence en regardant une question qui a été posée par Buffon, un siècle avant lui, et qui avait à voir avec le problème du joint couvert. Le problème du joint couvert, ça marche comme ça. C'est un jeu, pour les gens un peu désœuvrés. Vous avez un parquet, et une petite aiguille de longueur L. L est plus petite que D, et D, c'est la largeur entre les lattes du parquet. Donc entre les joints du parquet. Et puis vous lancez l'aiguille sur le parquet, et puis des fois elle couvre le joint, et puis des fois elle ne couvre pas le joint. Et la question de Buffon, c'était quelle est la probabilité, alors ça se lit M de L, d'avoir L, c'est parce que ça dépend de la longueur petit l, et puis M, vous allez voir dans un instant pourquoi. Quelle est la probabilité M de L d'avoir un joint couvert en lançant l'aiguille? Alors il faut bien comprendre ce que ça veut dire, la probabilité d'avoir un joint couvert en lançant l'aiguille, donc je vais prendre du temps pour ça. Le plus simple pour comprendre ce que c'est faire des expériences. Donc là, on a lancé 2 fois l'aiguille, et un coup elle a couvert, un coup elle n'a pas découvert. Donc en moyenne,
eh bien, une fois sur deux, elle a couvert. Donc en première approximation, on pourrait se dire c'est 1/2 la probabilité de couvrir. Mais si on fait 3 lancers, bon là ça a recouvert, donc ça fait 1 plus 0 plus 1, on divise par 3 parce qu'on fait 3 lancers, ça fait 2 tiers, 0, 6, 6, 6, 6, 6, voilà. Si on fait 100 lancers, on se rend compte que notre approximation du début, 0,5, peut-être qu'il faut la changer un peu, on trouve 52% de coupure là cette fois-ci. Puis on peut continuer, 10 000, 58%. Et puis après, il y a d'autres chiffres, 0, 58, 4, 5, 8, 4, 3. 1 million, 0, 5, 8, 1, 2, 9. 100 millions, 0, 5, 8, 1, 3, 7, 1, 2, 2. 10 milliards, 0, 5, 8, 1, 3, 0. Bon, vous avez compris. Les chiffres au bout, ça bouge, mais le début, on a déjà trouvé ce que c'était. Ici, M de L, ça doit commencer par ça. 0, 5, 8, 1, 3. Après, je ne sais pas. Parce qu'il faudrait faire encore plus d'expérience pour savoir les chiffres d'après. Ça m'a pris beaucoup de temps de préparer les transparents parce qu'il a fallu faire 10 milliards d'expériences avec ça. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est une formule qui dépend juste de petit l. Donc, c'est ça qu'on va chercher à calculer maintenant. Et M, c'est parce que c'est une moyenne. Ça a été calculé avec des moyennes. Alors voilà comment Barbier a répondu à cette question. Il commence à considérer des aiguilles différentes. La première qu'il regarde, c'est l'aiguille plus longue, où L, la longueur de l'aiguille, est plus grande que D, que l'espace entre les lattes. Donc si on refait le même jeu, des fois ça couvre, des fois ça couvre pas, et des fois ça couvre plus qu'une fois. Alors qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? On doit calculer 1 plus 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1 divisé par 3, parce que 2 fois ça a couvert et une fois ça n'a pas couvert. Ou alors, est-ce que dans le troisième cas, on doit compter 2 parce qu'elle a couvert 2 fois? La proposition de Barbier, c'est de faire ce choix-là. On définit M de L comme le nombre moyen d'intersection. C'est un choix. Et celui-là, il va être fructueux. Ensuite, il continue, il commence à mettre des couleurs. Il dit, on va regarder l'aiguille colorée. Donc, elle est un peu rouge, un peu bleue. Une longueur rouge, une partie rouge de longueur A, une partie bleue de longueur B. Puis on lance l'aiguille. Donc là, elle a coupé 3 fois. Là, elle a coupé une fois. Et ce une fois plus 3 fois, on peut le découper en fonction des couleurs. Le 1, là, c'était une fois le bleu, et 0 fois le rouge. 0 fois le rouge, une fois le bleu. Et le 3, c'était 2 fois le rouge et une fois le bleu. On peut réorganiser les nombres en mettant les rouges ensemble et les bleus ensemble. Et diviser le tout par 2 ou diviser chaque morceau par 2, c'est pareil. Donc, de ça, on déduit que le nombre moyen d'intersection de l'aiguille de longueur A plus B, c'est le nombre moyen d'intersection de l'aiguille de longueur A plus le nombre moyen d'intersection de l'aiguille de longueur B. Donc ça veut dire que si vous prenez une aiguille 2 fois plus longue, le nombre M de L qu'on cherche, il va être 2 fois plus grand. Si elle est 3 fois plus longue, il va être 3 fois plus grand. 4 fois plus long, il va être 4 fois plus grand. Donc ça, c'est comme quand on fait les pâtes. Pour savoir combien il faut de mètres de pâtes si vous avez L personnes, eh ben c'est L fois le nombre de gens qui viennent, fois la quantité qu'il faut pour une personne. Donc tout revient à calculer le nombre pour une personne. Bon, alors pour faire ça, il commence à encore plus compliqué, l'aiguille tordue. Alors, donc là, elle coupe 7 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qu'on peut décomposer encore de nouveau avec les couleurs. Et avec le même argument qu'avant, il arrive à dire que pour cette aiguille tordue, là, qui a une longueur A, B, C, organisée de façon un peu particulière, ben, ça va être le nombre moyen d'intersection avec la partie bleue, le nombre moyen d'intersection avec la partie violette, etc. Mais ces gens-là, M de A, M de B, M de C, ça, c'est comme les aiguilles longues qu'on a regardées juste avant. Donc ça, on sait chacun d'eux combien c'est. M de A, ça va être la quantité de pâtes pour une personne, pour A personne. M de B, la quantité de pâtes pour B personne. M de C, etc. Bon, mais si vous avez assez de pâtes pour A personne, B personne, C personne, ben, c'est juste la quantité qu'il faut pour une personne fois le nombre d'amis que vous invitez. Et ça, ça revient à dire que pour le nombre moyen d'intersection pour cette chose tordue de longueur L au total, ben, ça va être la même formule. C'est le nombre qu'on cherche fois la longueur totale de ce truc-là. Bon, on continue. L'aiguille ronde, avec des soudures. Alors l'aiguille ronde, elle est là. C'est la verte. Et puis dessus, j'ai attaché 2 polygones, un à l'intérieur et un à l'extérieur, qui sont des aiguilles tordues. Vous êtes d'accord? Comme on a vu juste avant. Alors, si vous regardez cette figure, vous voyez qu'à chaque fois que je coupe la partie intérieure, eh bien, je dois ressortir la partie intérieure par la partie verte. Donc ça me dit que le nombre d'intersections avec la partie intérieure, il va être plus petit que le nombre d'intersections avec la partie verte.
Des fois, je coupe la partie verte, ici, sans couper la partie intérieure, vous voyez? Donc c'est une inégalité, ça se va dans ce sens-là. Et puis pareil, le nombre d'intersections avec la partie verte est plus petite que le nombre d'intersections avec la partie extérieure. Mais celui-là, on le connaît, c'est le nombre d'intersections, c'est le nombre qu'on cherche fois le périmètre, la longueur de l'aiguille marron. Et lui aussi, on le connaît, c'est le périmètre fois la longueur de l'aiguille bleue. Donc ces deux-là, on les connaît. Et maintenant, si on imagine que les soudures qu'on met, elles sont de plus en plus proches de l'aiguille, comme ça, eh bien, le périmètre intérieur qu'on avait ici du marron, il va se rapprocher du périmètre du cercle, et ça, vous savez, c'est pi fois d. Donc ça va se rapprocher du nombre que je cherche fois pi fois d. Et l'aiguille extérieure, bah pareil, elle va se rapprocher du même nombre, le nombre que je cherche, fois le périmètre du cercle, pi fois d. Donc le nombre qui m'intéresse ici pour l'aiguille circulaire, il est coincé entre deux nombres, celui-ci et celui-là, mais c'est les mêmes. Alors coincé entre deux nombres qui sont égaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que lui-même, c'est le nombre que je cherche, fois pi fois d. Bon. Après, on fait plus simple. On regarde un cas particulier. On va regarder ce qui se passe quand je fais l'aiguille ronde de diamètre d qui égale juste à l'écartement entre les deux lattes. Alors là, ouais, ça colle tout juste là. Là, dans tous les cas, à chaque fois que je lance, ça coupe 2 fois. Là, ça coupe 2 fois, là, ça coupe 2 fois, et là, ça coupe 1 fois, 2 fois. Tous les cas, quoi qu'il se passe, ça coupe 2 fois. Donc quand je vais faire mes moyennes, je vais faire 2, plus 2, plus 2, plus 2, divisé par le nombre de fois où je vais lancer, ça fait 2. Bon. Mais on vient de calculer combien ça faisait en fonction du nombre mystérieux, cette chose-là. On sait que c'est le nombre mystérieux fois pi fois d. Et ça doit faire 2. Ah, mais ça, alors, j'ai trouvé, alors, qui est le nombre mystérieux. C'est 2 divisé par pi fois d. Bon. Et donc, la réponse à la question de Buffon, c'est m de L, c'est le nombre mystérieux fois L, donc 2 sur pi fois d fois L. Voilà, il a répondu à la question de Buffon de manière très, très élégante. Mais moi, au début, je vous parlais des formes à largeur constante d. Qu'est-ce qui se passe pour ces formes-là? Alors, pour les formes à largeur constante, c'est pareil. Elles vont juste tenir entre les deux lattes, quel que soit l'angle sous lequel elles tombent. Et pareil, elles vont couper 1 fois, 2 fois. Le petit triangle, vous l'imaginez, il coupe que 2 fois parce qu'il peut, au maximum, si on touche 2, c'est celle-là et celle-là. Voilà. Et pareil qu'avant, on peut montrer que ça va être le nombre mystérieux fois le périmètre de la chose que je cherchais. Mais ce nombre mystérieux, maintenant, je le connais, il est là. Donc ça me dit que 2 divisé par pi fois d fois le périmètre, ça doit faire 2. Et ça, c'est possible que si le périmètre est égal justement à ce nombre ici, pour que ça se simplifie. Et donc le périmètre, c'est pi fois d. Et ça, c'est exactement, comme disait Euclide, opère et dei dexai, ce qu'il fallait démontrer. Je vous remercie.